je reçois dans Trendspotting Amal El Fallah Segrouchni, qui est une experte spécialisée en intelligence artificielle, experte internationale. Elle est franco-marocaine, elle est titulaire d'un doctorat de l'université de... Elle est aussi chercheuse en lien avec le CNRS. Elle est membre du COMEST, Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies de l'UNESCO. Et elle est, depuis un peu plus récemment, directrice du AI Movement, qui est un centre spécialisé. Bonjour Amal. Bonjour. Qu'est-ce que le AI Movement ? Alors, AI Movement, c'est un mouvement vers l'intelligence augmentée par l'intelligence artificielle. Alors, j'en entends par là qu'on souhaite aller vers une augmentation des capacités cognitives, économiques, sociales, etc., en s'appuyant sur la technologie de l'intelligence artificielle. C'est un nouveau use case dans ce grand mouvement de développement sociétal au Maroc, qui a été initié par un grand monsieur qui est le chairman de l'OCP, qui est l'Office chérifien du phosphate au Maroc, et qui avait créé ce mouvement dans les années 2016 en créant par exemple l'université Mohamed VI Polytechnique, qui est une grande université marocaine aujourd'hui. Le mouvement a été lancé dans un groupe industriel marocain il y a quelques années déjà, et il y a eu plusieurs situations du mouvement, et une des situations, donc moi quand j'ai voulu choisir le nom du centre, j'ai pensé que l'intelligence artificielle était une situation parmi d'autres pour aller vers une société plus juste, plus équitable, plus développée, etc., grâce à l'intelligence artificielle. Si je ramène ça d'un point de vue technologique, je dirais il y a plusieurs use cases, et une situation, c'est un use case. Est-ce que l'Afrique, et en particulier le Maroc, ont des enjeux particuliers face à l'IA ? Oui, clairement. Il y a beaucoup d'enjeux. Enfin, disons, les enjeux de l'IA sont mondiaux, évidemment, c'est une question globale. Mais ces questions-là se posent avec acuité au niveau de l'Afrique. Et je vais m'expliquer. L'Afrique est un continent qui a des spécificités. Par exemple, l'Afrique, c'est un continent qui est basé beaucoup sur l'agriculture. C'est un continent où les problèmes de santé sont récurrents. On a vu Ebola, on a le Covid. Le Covid était mondial, mais Ebola, c'est parti d'Afrique. On a aussi des questions de jeunesse. On a beaucoup de jeunes en Afrique. La population est beaucoup plus jeune qu'ailleurs, que sur les autres continents. Donc, on a des questions très spécifiques de par la nature de la population, de par la nature du sol, de par la nature du climat. Et on a aussi d'énormes retards à rattraper de ce fait aussi, parce que l'éducation n'est pas au rendez-vous, l'éducation au sens enseignement, formation, etc., n'est pas au rendez-vous, l'industrie n'est pas développée, les routes ne sont pas là, la connectivité est absente dans certaines régions. On parle de zones blanches, il y a des territoires blancs, c'est énorme. L'illettrisme aussi, l'analphabétisme. Et toutes ces choses-là font que l'Afrique est un continent qui soulève de nombreux challenges, de nombreux défis, peut-être de façon plus forte qu'ailleurs. Alors le Maroc essaie de se positionner comme leader de l'IA en Afrique. Comment est-ce que vous travaillez au sein de l'AI Movement pour faire du Maroc ce leader de l'IA en Afrique ? Alors, le Maroc a été assez précurseur sur un certain nombre de sujets. On en a parlé récemment. Vous allez me dire que c'est peut-être pas l'intelligence artificielle, mais vous allez voir, c'est lié. Sur les énergies, par exemple, le plan énergétique marocain, l'éolien, le solaire, etc. Le Maroc a été un des premiers pays, en tout cas au moins en Afrique, à avoir investi dans les énergies renouvelables. Le Maroc est un pays qui a une très forte école mathématique. Le Maroc a beaucoup investi dans l'éducation et la formation.
Et donc, le Maroc, de par les compétences qui se développent au Maroc, mais aussi du fait de son positionnement géographique, géopolitique, stratégique, peut prétendre à être un leader, en tout cas un pays très avancé dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que, entre autres, il y a une école mathématique qui est très forte au Maroc et qui se porte très bien. Et donc, si on essaie d'être un tout petit peu plus précis sur les projets que vous menez, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets qui sont menés au sein de votre institut et qui utilisent l'IA? Alors, le centre AI Movement ne développe que des projets à base d'intelligence artificielle et de sciences des données, d'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Maroc a acquis le plus grand data center d'Afrique, ce qui le positionne aussi naturellement sur des sujets de pointe sur l'intelligence artificielle et les sciences des données, puisqu'on sait que les données, c'est très important pour faire de l'intelligence artificielle. Et avoir des capacités de stockage, de traitement, etc., c'est quelque chose d'important. Donc cet investissement a été fait par l'université Mohamed VI Polytechnique, à laquelle j'appartiens. Et aujourd'hui, nous sommes les mieux dotés sur le continent africain. Donc, ce qui nous permet, en fait, de travailler avec des grands groupes, hein, que ce soit au niveau national ou au niveau international, sur des questions qui nécessitent des puissances de calcul, des traitements de données, mais aussi de l'algorithmique et de l'intelligence artificielle symbolique, par exemple. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Nous avons des sujets avec l'OCP, autour de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'industrie. Pendant longtemps, on a parlé de l'industrie 4.0, mais nous, on parle le nom vient d'un cabinet de conseil qui a été, disons, avancé il y a quelques années. L'industrie X.0, c'est-à-dire lorsque vous essayez de mettre des produits industriels customisés, hyper personnalisés, mais aussi connectés. C'est-à-dire lorsque vous profitez de la connectivité pour faire, en fait, vous digitalisez toute la chaîne de valeur d'une industrie donnée, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans l'aérospatiale, que l'aéronautique ou autre. Donc, on a des sujets sur l'industrie X.0 avec l'OCP, en particulier sur des questions. Donc, bien sûr, on traite toute la chaîne, mais on se focalise en particulier sur les questions de maintenance proactive. Vous savez, dans des grosses chaînes de valeur, dans des grosses supply chains, le traitement de bout en bout est très important parce que le moindre retard dans un coin ou un recoin peut créer des overheads insupportables par rapport au délai de livraison, par rapport au délai de réparation. Donc voilà. Et donc ça, c'est un exemple de choses sur lesquelles nous travaillons. Nous travaillons aussi avec d'autres, disons, sur les aspects industriels. Nous travaillons aussi sur des questions qui sont en relation avec le New Space, donc tout ce qui est imagerie satellitaire, et aussi avec tout ce qui est données marines, acoustiques. Et là, nous avons des clients dont je sais pas forcément le moment ici d'en parler, mais disons qu'il y a de très fortes demandes sur tout ce qui est acoustique et tout ce qui est satellitaire au Maroc. Et puis, il y a l'autre volet qui nous intéresse énormément, c'est l'aspect building capacities. Nous avons deux partenariats avec l'UNESCO, avec des fondations marocaines, sur tout ce qui est formation, éducation, building capacities, prospective pour l'Afrique, etc. Donc, on fait aussi beaucoup de formations exécutives, mais aussi, on a même lancé un master junior pour les 8-14 ans, pour préparer les générations futures. Donc, juste pour dire que, en fait, au sein de AI Movement, ce qui nous intéresse, c'est de créer un réel écosystème autour de l'intelligence artificielle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, 1, il faut préparer l'entreprise. 2, il faut préparer la jeunesse. 3, il faut préparer sur les questions d'actualité et de terrain. Par exemple, nous travaillons avec les collègues qui s'intéressent aux questions d'énergie renouvelable. L'intelligence artificielle ne génère pas de l'énergie,
mais elle peut aider à travailler sur des problématiques d'énergie renouvelable. Nous avons des outils de simulation, nous avons des outils qui vont nous permettre d'expliquer, de faire des projections et de voir un certain nombre de choses, que ce soit dans le domaine industriel, mais aussi dans le domaine de la santé. Nous travaillons aussi avec des médecins, etc. Donc, l'intelligence artificielle, nous, on la voit comme un good for humanity, quelque chose c'est un service qui va se retrouver un peu même en nous travaillant avec les politiques publiques, par exemple, sur les déchets, sur l'urbanisation des villes et toutes ces choses-là. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle va se retrouver un peu partout, de façon vraiment transverse. Et nous essayons de mettre en place aussi des formations pour qu'il y ait du transfert naturel vers les entreprises, vers la population, vers les politiques publiques, etc. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée. C'est l'écosystème. Vous parlez d'écosystème. On a des acteurs mondiaux qui sont extrêmement puissants sur les sujets d'intelligence artificielle. On n'arrête pas de parler en ce moment d'ailleurs d'un de ces nouveaux acteurs, OpenAI. Mais Google, Meta, Apple, Amazon investissent massivement dans l'IA pour construire leur propre IA. Et d'ailleurs, toutes ces entreprises, et encore je ne parle même pas des Chinois, sont américaines. Est-ce que vous avez l'ambition de construire une IA souveraine en Afrique et pour ça, comment est-ce que vous allez procéder? Parce qu'il faut beaucoup de fonds, il faut beaucoup de moyens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos moyens, vos ressources, peut-être même nous parler de budget qui sont alloués à cette ambition, si vous avez cette ambition de construction d'une IA souveraine africaine? Oui, alors d'abord, je vous remercie pour la question parce qu'en fait, le fait qu'il y ait des GAFA ou des GAFAM n'empêche pas de développer des choses très pertinentes pour l'Afrique parce que vous savez, c'est un peu, comment dirais-je, aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple pour être plus concrète, nous travaillons sur le dialecte marocain. Ce n'est pas Google qui va travailler sur le dialecte marocain et ce n'est pas Facebook et ce n'est pas Microsoft, d'accord ? Ils n'en ont aucune idée. C'est pas dans les manuels, c'est pas dans les livres, d'accord ? Donc nous pouvons travailler avec ces grands et avoir une plus-value locale, c'est-à-dire qui vient du local, qui vient du terrain. Mais c'est pas ça c'est pas le plan. Hein. si je peux parler ainsi. En fait, d'abord, la première chose, c'est que nous souhaitons avoir une intelligence artificielle qui est développée au niveau de l'Afrique. Parce que nous pensons fermement que cette IA va apporter des solutions à des vrais problèmes africains. Et donc, personne ne connaît les problèmes du terrain comme ceux qui y vivent, mieux que ceux qui y vivent. D'accord ? C'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, nous, en tout cas au sein de AI Movement, on n'a pas attendu ChatGPT pour commencer à travailler sur le NLP, d'accord ? Donc nous avons des travaux sur les dialectes, nous avons des travaux sur l'arabe, et donc il y a eu des initiatives similaires aux Émirats, il y a un système qui s'appelle Nour pour faire parce qu'en fait c'est des connaissances très spécifiques, n'empêche. Et donc moi, ce que je voudrais développer, je voudrais pas l'appeler ChatGPT, mais c'est un système de dialogue en langue, pas forcément en arabe classique, mais pas loin de l'arabe classique, qui peut parler à des gens qu'on a trop laissés sur le bord de la route. Et donc, on a beaucoup de projets, je pourrais vous en citer quelques-uns. Par exemple, on a un projet qui s'appelle Tarjwoman. Tarjwoman, c'est Torjman. Torjman, c'est celui qui fait la traduction. Et Tarjwoman, c'est celle qui fait la traduction. Et cet exemple, je vais le développer en 2 secondes. C'est un outil qui parle en dialecte à des femmes, à des filles qui ne savent pas lire et écrire. Et donc, c'est quoi l'objectif de Tarjwoman ? C'est en fait, c'est une application mobile qui scanne un document et qui est capable d'expliquer le document dans un langage accessible à des personnes qui ne savent ni lire ni écrire.
Parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, on ne parle pas l'arabe classique dans la rue. On parle l'arabe dialectal. C'est un dialecte, en fait. Et donc, ce dialecte qui est propre à la région, et d'ailleurs, même, je crois, dans différentes régions, il y a des nuances, d'ailleurs. C'est vraiment très spécifique à chaque fois. Et donc, on n'a pas d'outils qui permettent à ces populations qui parlent cet arabe dialectal d'accéder à cette connaissance-là. Et donc, l'IA peut être une bonne interface. Et donc, et d'ailleurs, c'est une spécificité pour AI Movement de travailler sur ces sujets parce que c'est propre au Maroc. Tout à fait. En fait, il y a 5 ou 6 dialectes, si je prends les grands dialectes, 5 ou 6 dialectes autour de l'arabe. Quand on parle l'arabe, on peut les comprendre, plus ou moins. Enfin, il y a des petites différences. C'est comme si je comparais le québécois et le français. Si on connaît bien, mais c'est pas tout à fait pareil. Il y a des mots qui sont différents. Mais la question est que aujourd'hui, il faut faire des outils pour des gens. L'idée, c'est ça, c'est qu'on doit faire des outils pour des personnes qui ne sont pas adressées par les GAFA. C'est ce que je veux dire. Et donc, ou alors on fait un outil qui permet d'aider les femmes en période de maternité. Vous savez, il y a des régions complètement isolées, des femmes qui n'ont pas accès au médecin ou qui peuvent pas aller chez le médecin ou qui n'ont pas les moyens. Donc, on est en fait très orienté ODD dans AI Movement. Et ce qu'on cherche, c'est d'abord l'inclusion. On veut faire des outils qui nous aident à faire de l'inclusion sociale, qui nous aident à éradiquer les préjugés, qui nous aident à permettre à des personnes isolées ou à des personnes en difficulté cognitive ou à des personnes à essayer de raccrocher le train. Donc, on ne fait pas que ça, bien sûr, mais ce sont quand même des objectifs que nous avons toujours dans notre champ de vision. Alors, aujourd'hui, nous avons du budget récurrent qui vient de l'université. Et nous avons le budget qui vient des contrats, des gros contrats que nous avons avec l'OCP a créé l'université de Mohamed VI Polytechnique. Donc, l'université, c'est une BU, c'est une business unit de OCP, si vous voulez. Donc, il y a des financements qui viennent de l'OCP, naturellement, puisque c'est l'université qui a été créée par l'OCP. Et aussi, on a des fondations marocaines qui nous donnent aussi du budget pour tout ce qui est building capacities, gender equality, women empowerment, tous ces sujets-là autour des ODD, on arrive à avoir des budgets à partir de fondations. Et puis, nous sommes éligibles à tous les projets européens, on participe à des projets européens, enfin, on a les mêmes financements que les laboratoires européens un peu partout dans le monde. Et puis, nous avons aussi des contrats purement industriels avec des industriels marocains qui aussi nous permettent de financer. Alors on a mis en place un modèle un peu différent de ce qui se fait, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ce qui nous intéresse c'est l'écosystème. Donc on est à but non lucratif. Tout l'argent qu'on peut gagner, on le réinjecte dans la R&D. Voilà, c'est ça le modèle, le business model. Mais aujourd'hui, lorsque nous avons des budgets qui arrivent, on va chercher des contrats, on va créer des laboratoires communs avec des gros industriels. Pourquoi ? Parce que on va travailler avec les ingénieurs de l'industriel qui sont un peu sur le terrain et qui connaissent le métier. Et puis, lorsqu'ils repartent, c'est pour ça aussi qu'on fait de l'exécutif, de la formation exécutive, lorsqu'ils repartent dans l'industrie, c'est des contrats de 5 ans, sur des durées assez longues, lorsqu'ils repartent dans leurs entreprises, le transfert se fait tout seul, se fait naturellement. Ce sont eux-mêmes les vecteurs du transfert dans l'entreprise. Et donc, nous, on gagne en connaissance métier, eux, ils gagnent en technicité, et on continue à travailler ensemble. On a des contrats pérennes sur des longues durées, et c'est vraiment des collaborations, c'est des vrais laboratoires communs. Et donc, ils financent souvent nos ingénieurs et nos chercheurs et nos doctorants. Mon problème, ce n'est pas le budget aujourd'hui, et c'est une question sur laquelle on va sûrement atterrir un moment. Mon problème, c'est de staffer. Donc, lorsque je cherche j'ai suffisamment de budget pour longtemps.
Mais ce que je n'ai pas, c'est les ressources humaines. Et donc, ce qu'on cherche, nous, à faire, bon, bien sûr, on peut embaucher à bras-le-corps si on veut, mais ce qu'on cherche, c'est des gens bien formés et techniques. Et aujourd'hui, le vivier, on parle d'ailleurs de guerre de talents en Occident, en Europe, etc. Aujourd'hui, le plus gros problème, c'est de trouver des chercheurs de pointus sur certains sujets. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on fait de la formation. Parce que c'est pour ça que je parlais d'écosystème. Il faut former des jeunes. Les jeunes, ils doivent avoir des capacités. Il faut arriver à les fixer parce que souvent, ils s'en vont et ainsi de suite. Et donc, sans rentrer dans les chiffres du budget, parce que je pense que je suis pas habilitée à les donner, je dirais qu'on c'est pas le problème. Imaginons un instant qu'on soit quelques années devant nous, hein, on est en 2025. Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir accompli au sein de AI Movement? Qu'est-ce que d'ailleurs on peut vous souhaiter finalement? Je voudrais d'abord avoir réussi à mettre en place de vraies recherches et de vrais développements en intelligence artificielle au Maroc et en Afrique. C'est pas encore le cas. Aujourd'hui, c'est des balbutiements, on démarre. Certains y vont, certains ont peur, etc. Oui, c'est pas. Donc la première chose d'ici 2025, c'est dans 2 ans, j'aimerais avoir installé la discipline avec toutes ses composantes, R&D, formation, etc. Ça prend du temps. Et puis j'aimerais bien que cette discipline soit installée en Afrique, d'abord sous forme d'IA éthique et responsable, qui va chercher avant tout à répondre aux objectifs de développement durable de 2030. Il nous restera 5 ans pour parler de la famine, pour éradiquer la pauvreté, pour faire l'éducation, pour soigner les gens, etc., etc. Donc aujourd'hui, l'environnement, le climat, toutes ces choses-là. Donc 2025, c'est après-demain pour moi, installer la discipline et réussir à changer les mentalités par rapport à cette thématique qui pour moi est une thématique qui devrait pas, enfin on devrait même plus se poser la question, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Et pourtant je peux vous dire que par exemple au Maroc on n'a pas de stratégie nationale d'intelligence artificielle, alors qu'il y a un certain nombre de pays en Afrique qui commencent avec, bon, c'est pas des stratégies très développées, mais quand même, il y a des stratégies à droite à gauche, les gens commencent à réfléchir à la feuille de route, etc. Aujourd'hui, moi je suis membre du Conseil supérieur de l'éducation, la formation et la recherche scientifique au Maroc, et j'ai été nommée par Sa Majesté dans ce conseil-là. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on crée une école d'ingénieurs en intelligence artificielle? On est loin par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, en Europe. J'ai moi-même participé à des expériences de stratégie nationale quand j'étais à Paris, en France, etc. On en est vraiment très loin. Et donc, la première des choses à faire, c'est d'installer un climat de confiance pour que les gens ils se rendent compte que l'IA... En fait, soit il y a des gens qui ont peur de l'IA et donc ils veulent pas en entendre parler. C'est la meilleure façon d'évacuer le problème, c'est de pas en parler. Et puis il y en a d'autres qui ont des réticences un peu, bon, peut-être je dirais d'incompréhension du sujet. Mais voilà, on n'y va pas vraiment franchement. Si vous deviez citer un livre, un film, une œuvre de science-fiction qui vous a inspiré dans votre parcours ou peut-être même dans votre jeunesse et qui vous inspire encore aujourd'hui dans votre travail, ce serait quelle œuvre? Alors, plein de choses qui m'ont inspirée quand j'étais jeune. D'abord, moi j'étais j'aime beaucoup la béquille de Dali. C'est pas une œuvre, hein, mais elle est partout dans toutes ses œuvres, hein, je dirais. Et pour moi, la béquille, c'est ce qui va permettre de relever certaines personnes, de relever ses yeux, de relever les personnes, de relever les paupières, etc. Donc, ça c'est quelque chose qui me fascine beaucoup, qui m'a beaucoup fasciné quand j'étais plus jeune. Et le film qui m'a beaucoup aussi intéressé et qui m'a
je dirais, j'ai pas pu le finir tellement il m'a interpellé ce film. Je l'ai trouvé très fort. C'est pas celui que les gens préfèrent, mais moi, c'est le Real Humans qui m'a perturbé. Alors, le film, ça parle de robots qui vont devenir comme des humains, qui vont vivre avec les humains en société et qui vont petit à petit, si je veux résumer le film, petit à petit prendre la place des vrais humains. Ils deviennent les vrais humains, en fait. Parce que quand vous décortiquez un peu les comportements des uns et des autres, et il y a 2 scènes que j'avais trouvées très très fortes. Par exemple, une dame qui va accueillir un robot dans sa maison, mais elle vit très très mal en couple et elle va tomber amoureuse de son robot. Et en fait, le film explique pourquoi elle tombe amoureuse du robot. Parce qu'il a jamais oublié son anniversaire, il lui parle gentiment, il est doux, il est attentionné, etc. Et donc, le film montre que certaines caractéristiques qu'on va chercher chez l'humain, l'humanisme en fait, eh bien, si l'humain perd ces caractéristiques et qu'on les retrouve dans du métal, ça changera pas beaucoup. Parce que finalement, cette dame, ce qu'elle voulait, c'était de la conversation. Elle avait de la conversation. Elle voulait jouer aux échecs. Le robot jouait mieux qu'elle aux échecs. Enfin, il l'a challengée à mort. Il s'occupait de ses enfants, etc., etc. Donc, c'est ce type de projection de nos capacités émotionnelles, cognitives, etc., qui vont se retrouver dans des machines qui vont les réaliser mieux que l'humain à la fin. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Et bon, après, il y avait le fils qui était partagé entre la mère et le père et le robot, et qui finit à la fin par aller avec le robot, etc. Donc, vous voyez, ça interroge vraiment énormément sur les relations humaines et sur comment est-ce que l'humain doit faire attention à ne pas perdre sa place dans une société mixte. Et puis, je dirais que en termes de livres, il y en a plein, mais je citerai le 1984 de George Orwell. Et puis, il y en a un autre peut-être qui est moins connu, c'est Les décisions absurdes. Les décisions absurdes, moi, j'étais toujours impressionnée par la capacité des groupes à faire n'importe quoi. Et en fait, ce livre, c'est Christian Borel qui l'a écrit. Il date un peu ce livre. C'est un cas d'école. On l'utilise quand on parle de négociation, de consensus, etc. Parce qu'en fait, c'est un livre qui explique comment, ensemble, on peut reconverger vers de l'absurdité. Parce que, justement, il y a des surenchères qui se mettent en place, etc. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense, par exemple, aux réseaux sociaux, je pense à des situations où les gens se mettent à se monter des enchères fictives pour aller vers des situations complètement absurdes, vers lesquelles ils ne pourraient pas y aller seuls. Ils y vont parce qu'ils se sentent plus forts ensemble. Et donc voilà, c'est ce genre de lecture qui m'intéresse parce que ça parle beaucoup de raisonnement, d'IA, de cognition, etc. Merci beaucoup, Amal. On va suivre de près les activités de AI Movement et j'espère qu'on pourra prendre date pour un prochain rendez-vous dans quelques années pour admirer les avancées du mouvement et surtout l'impact de l'IA en Afrique. Merci encore. C'était Trendspotting. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme pour être averti dès qu'un nouvel épisode est diffusé. N'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et surtout à réagir, commenter ou me contacter en ligne.